Hello les amis, c'est Gladouane, multiple championne de France, finaliste au championnat du monde et médaillée d'or et d'argent aux Jeux de la francophonie. Je suis retraitée des pistes depuis 2012. Dans ce podcast, je vous propose plusieurs formats et aujourd'hui, pour parler du deuil du sportif de haut niveau, nous recevons une experte. C'est un peu la copine que l'on rêve tous d'avoir. On a l'impression qu'elle sait tout faire et que tout lui réussit. J'ai même envie de dire qu'elle est une star dans son domaine. Il s'agit de la sexothérapeute et praticienne tantra Mélanie Jacobin, connue sur les réseaux sociaux par Mlani J. Free, avec plus de 52 000 abonnés quand même sur Instagram. Bonjour Mélanie. Bonjour Valérie, je crois que c'est la première fois qu'on me présente aussi bien, alors là. Je crois que tu es tellement émue que tu m'as appelée Valérie, alors que mon prénom c'est Vanessa. Mais oui, non mais waouh, merci Vanessa. Mon Dieu, je suis trop touchée, vraiment. Non, mais franchement, c'est un vrai honneur pour moi de t'avoir dans ce podcast parce que tu as un emploi du temps de dingue, sérieux. Entre les photos magnifiques, entre le podcast, entre tes consultations, les invitations dans d'autres podcasts, franchement, que tu prennes le temps ce dimanche de m'accorder quelques minutes, voire 1 heure au plus, bah, franchement, c'est moi qui suis honorée. Ben écoute, en fait, je dis toujours que enfin, j'aime la phrase que tu as dit, on a l'impression que tout lui réussit. En fait, c'est plus, on a l'impression qu'elle prend du plaisir dans absolument tout ce qu'elle fait, et c'est vrai. en fait, je ne fais que ce qui me fait vraiment plaisir. Donc, si je suis là, c'est que ça me procure du plaisir. Donc, Ah bah écoute, je pense que je vais retenir ça, que ça te fait plaisir, ça me fait plaisir. J'espère que ça fait plaisir aux auditeurs aussi de t'avoir aujourd'hui. Je suis sûre que d'ailleurs beaucoup sont restés bloqués au mot tantra, donc on va les libérer tout de suite. Qu'est-ce que le tantra ? Alors, sur un plan théorique, le tantra est une philosophie hindoue qui est apparue il y a plus de 3000 ans, qui part du principe que l'énergie sexuelle est au cœur de tout. D'ailleurs, en réalité, on retrouve cette philosophie un peu dans les écrits de Carl Gustav Jung, qui disait que la libido, en fait, c'est ce qui nous anime. On peut la placer où on veut, soit sur le travail, soit sur nos partenaires, soit sur le sport, soit sur, franchement, vraiment tout. Et du coup, en réalité, le tantra vient un peu... même si la philosophie est bien plus vieille que Carl Gustav Jung, elle vient un peu nous dire ça, en fait, que l'essence même de la vie est l'énergie sexuelle. Si toi et moi, on est en train de discuter en ce moment, c'est parce que nos parents se sont envoyés en l'air à un moment donné. Donc, en clair, toute la vie de cette humanité est en fait... prend essence dans un rapport sexuel. Et on a aussi, avec la végétation, avec les animaux, avec absolument tout, c'est exactement la même chose. Et du coup, le tantra vient nous inviter à conscientiser cette énergie sexuelle pour pouvoir l'utiliser dans absolument tout ce qu'on veut, et pour aussi ça peut paraître très bizarre, mais la sacraliser et la désacraliser. Parce que si on réserve notre énergie sexuelle qu'au rapport sexuel, on passe à côté d'énormément de choses. Est-ce qu'on pourrait considérer que l'énergie sexuelle, c'est du plaisir ? Est-ce qu'on pourrait associer les deux, considérer que c'est un synonyme ou pas du tout ? J'émets quelques réserves là-dessus, parce qu'en fait, pour moi, étant donné, vu mon métier, en fait, je rencontre malheureusement beaucoup de personnes qui souffrent de leur énergie sexuelle. Parce que il y a paraphilie, parce que il y a blocage, parce qu'il y a énormément de choses, et du coup l'énergie sexuelle n'est malheureusement pas synonyme de plaisir pour tout le monde, parce que soit justement on ne sait pas la gérer, soit parce que c'est synonyme de trauma, ou c'est synonyme de pas mal de choses. Donc malheureusement non, donc pas toujours, mais je me permets en tout cas de dire que quand l'énergie sexuelle est associé au plaisir ? fluidifiée, j'ai envie de dire, fluidifiée Okay. et conscientisée, eh bien oui, je pense que clairement, elle est synonyme de plaisir, oui. Tu parlais de ton métier, justement, tu n'es pas sexologue, on le Je ne précise, suis mais pas. tu es sexothérapeute. Qu'est-ce que c'est la sexothérapie et à quel moment vient-on voir un sexothérapeute ? Alors, en fait, j'aime dire cette phrase qui est si vous avez besoin d'avoir, par exemple, si on parle de problèmes érectiles, ok? Si on parle de problèmes érectiles, si vous avez besoin d'avoir du Viagra et pouvoir avoir vos érections, vous allez voir un sexologue. Si vous avez besoin de savoir en quoi le fait que votre père ne vous ait jamais dit je t'aime impacte vos érections, vous allez voir un sexothérapeute.
Ok, très bien. Quand on a conscience donc qu'il y a un lien entre mes réactions physiques et ce que j'ai pu vivre par le passé. Exactement. En fait, quand on a conscience aussi que les problèmes physiques peuvent être tout simplement de la somatisation, liée à de l'émotionnel, liée à plein de choses en fait, et pas juste au physique. Donc, on serait tenté de penser qu'un sportif de haut niveau, vu le lien qu'il a avec son physique, il aurait tendance à somatiser peut-être encore Oh plus oui, qu'une autre personne. oh oui, bien sûr, mais il y a énormément de sportifs qui, par exemple, vont te dire oh, j'ai un problème au genou, ça se règle absolument pas. Et comme par hasard, ce problème revient à certaines périodes très précises de l'année, etc., sans s'en rendre compte. Et en fait, ce qui est génial avec la médecine orientale, enfin dans l'Orient, en fait, que ce soit médecine chinoise, que ce soit médecine, enfin partout, sauf en Occident, eh bien, il y a vraiment un lien entre chaque partie du corps et certaines émotions, voire même les parents aussi, parce que malheureusement, et ça, surtout quand il s'agit de sexualité, parce que quand j'en parle dans mon domaine, c'est très particulier de ramener les parents parce qu'on n'a vraiment pas envie d'associer notre sexualité à nos parents, Clairement mais pas, non, je te malheureusement, confirme. On a envie de les laisser là où ils sont, on n'a surtout pas envie d'imaginer, ouais. exactement, mais malheureusement, nos parents sont les premières personnes qui nous aiment, dans le meilleur des cas, parce qu'il y a certains parents, bah, malheureusement, qui n'aiment pas leur enfant. Mais nos parents sont aussi les premières personnes qui nous traumatisent. Et C'est vrai. ça, et ça, c'est important de le comprendre parce que ben, quand on comprend qu'il y a certaines parties du corps qui réagissent au père ou à la mère, à l'émotion ou quoi que ce soit, ben en fait, on comprend très très vite que certaines blessures ne sont pas juste des blessures comme ça anodines ou quoi que ce soit. Et on le retrouve beaucoup, chez tout le monde, mais particulièrement chez les sportifs puisque leur corps est leur outil de travail. Du coup, il y a cette conscience en fait de oh ben j'ai mes lacunes sur ce point de mon corps, etc. Tu parles de la sexualité des parents. Ta mère est également sexothérapeute. Est-ce que vous avez plus de facilité à parler du sujet ou au contraire, ça reste à maman, c'est très vague et puis chacune sa vie sexuelle ou au contraire, c'est très ouvert à la maison et j'ai presque envie de dire jusqu'à quel point c'est ouvert à la maison. Alors déjà pour bien contextualiser parce que c'est quelque chose que j'ai déjà dit, je pense sur les réseaux sociaux pas mal de fois, mais c'est ma mère qui m'a poussée à être sexothérapeute Je parce qu'à sais la bien. base Ouais. je Elle est n'étais venue pas chercher, du elle t'a tout dit, je te partie paye pour ta ça. première année. Voilà, parce qu'à la base j'étais pas du tout partie pour ça. Moi j'étais en études pour De devenir mode. designer de mode. Et en participant à son premier cours, elle s'est dit, mais en fait, il faut absolument que ma fille fasse ça. En fait, c'est clairement ma fille. Et Mais qu'est-ce étant qu'elle donné a qu'elle vu a en toi? Qu'est-ce qu'elle a vu dans ce cours qui te correspondait? ben, alors pour contextualiser pour les auditeurs qui ne me connaissent pas du tout, je suis antillaise, je suis guadeloupéenne et évidemment aux Antilles il y a pas mal de choses propres à notre culture comme par exemple le tonton homophobe, la tati homophobe, la misogynie constante dans absolument tous les propos, etc. Et J'ai moi presque je envie de dire la misogynie culturelle aux Antilles, voilà, quoi. la misogynie culturelle, exactement. Et moi, j'ai toujours été le vilain petit canard de la famille qui, en fait, malgré son âge, parce qu'il y a aussi cette notion de quand t'es jeune, tu remets pas les personnes âgées à leur place, etc. Ah, pas bon, moi. Franchement, moi, c'était qui veut du respect s'en procure, ok? Et même si tu as 30 ans de plus que moi, 40 ans de plus que moi, 60 ans de plus que moi, si tu dis des choses qui ne sont pas respectueuses, je te remets à ta place. Et ça a toujours été le cas même vis-à-vis des questions liées au sexe, donc les orientations sexuelles, ou comment une jeune femme ou un jeune homme vivait sa sexualité. Donc les histoires de petite femme là au champ, ah oui mais elle est au champ, etc. Moi je supportais pas ça. En fait si c'était ma tati ou mon tonton que tu disais ça, j'étais là mais est-ce que c'est toi qui couches avec la personne? Non, non, donc pourquoi tu es en train de parler de la sexualité de la personne alors que t'es pas inclus dans la sexualité de la personne, tu vois? Donc en fait, En j'ai quoi ça toujours te été, concerne? voilà, en quoi ça te concerne? Donc j'ai toujours été cet enfant et je pense que quand ma mère a fait sa formation de sexo, enfin a commencé à se former en sexothérapie, elle s'est dit mais enfin Mélanie défendait déjà une sexualité épanouissante sans connaître
les tenants et les aboutissants, et il faut absolument qu'elle ait ces cordes-là à son arc. Et en fait, ça a été clairement l'une des meilleures choses qu'elle m'ait poussée à faire, parce que je suis clairement à ma place. Franchement, j'adore ce que je fais. J'adore ce que je fais. Et du coup, voilà. Et en fait, pour répondre à ta question initiale qui est, est-ce que le sujet de la sexualité est un tabou entre ma mère et moi, ou est-ce que c'est très libre? En fait, je pense que ce type de... Tu ne rentres pas dans un cursus de sexothérapie comme tu en ressors. Du tout, parce que les cours te ramènent à toi-même. Les cours font, en fait, c'est clairement de la thérapie. En fait, tu apprends, mais en même temps, tu fais ta propre thérapie. Et je sais que dans ma promotion, en tout cas, il se passait pas un jour de cours sans que quelqu'un pleure. Parce qu'il y avait, j'ai compris, je fais les connexions synaptiques entre ce désir sexuel ou ce blocage sexuel, etc. et des histoires de mon passé ou quoi. C'est très, très intime, en fait, parce que les élèves partagent des anecdotes aux professeurs ou quoi que ce soit qui sont vraiment très intimes. Et du coup, je pense que le travail s'est fait dans l'esprit de ma mère, ok, en fait, où est-ce que j'ai fauté, où est-ce que, voilà, etc. Et ça fait que ça l'a tout de suite ouverte, beaucoup plus. Et moi, je suis passée après, parce qu'on a un an, on a eu nos diplômes à un an d'intervalle, du coup, puisque j'ai commencé l'année juste après qu'elle ait fini la sienne. Et, euh, et en fait, je pense que ça a débloqué le fait que le sexe n'est pas qu'une histoire de plaisir. C'est pas que physique. C'est pas que Il y a tout physique. un écosystème autour, finalement. L'énergie sexuelle dont tu parlais, voilà, elle est présente tellement partout qu'en fait, elle est présente en quelque part entre mère et fille. Pas de la même Exact. façon qu'entre un homme et une femme et un partenaire amoureux, mais il y a une énergie sexuelle finalement, puisque c'est elle qui t'a enfanté. Exact. Et aussi, en fait, je pense que la raison pour laquelle on n'en parle pas, c'est justement parce qu'on réduit le sexe au corps. Et en fait, le sexe, c'est surtout une multitude de relations. C'est la relation que tu as avec ton corps, c'est la relation que tu as avec l'autre, c'est la relation que tu as avec le corps de l'autre, c'est la relation que tu as avec tellement de choses La qu'en fait... relation que tu fantasmes aussi, parce que tu t'inventes Exactement. tout un univers. Exactement. Et du coup, si ça... À chaque fois, du coup, je dis aux gens, si ça vous dérange de parler de sexe, dites-vous pourquoi ça me dérange de parler de relation, du lien à l'autre. Parce que c'est clairement ça. Et du lien à D'accord. soi-même. Donc en fait, on peut dire que nous avons donc, toi et moi, une relation sexuelle actuellement. C'est ça? Mais, Si on peut résumer. ah, ah, vous avez 4 heures pour répondre à cette question. Bon, on va quand même casser les mythes. Hein. On se met pas nu dans ton cabinet. Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, ouais. Oh Non, mais je non. les vois venir parce que quand ils vont aller sur ton Instagram, ils vont voir la beauté de la fille, ils se sont dit, si mal. Mais non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement dans ton cabinet? On discute. Alors, pour moi, le dialogue est vraiment l'outil principal. Parce que je pense que c'est vraiment important de mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Et, euh, et en fait, pouvoir aussi entendre certaines choses. Parce que ce qui est important dans la thérapie, c'est l'échange verbal, mais ce sont aussi les moments de silence dans lesquels on peut entendre. Parce que moi, c'est ce que j'offre au final. C'est un espace où j'entends l'autre, où j'entends les doléances, les souffrances, les questionnements de l'autre. C'est le seul espace où on a le droit de dire, Exact. parce que j'avais une accompagnée là qui m'a dit, ma marraine m'a dit que, en plus, maintenant que j'y pense, c'était pas du tout. J'ai eu cet accompagnement avec elle bien après que toi et moi on ait eu rendez-vous, et ma marraine m'a dit que mon père et sa plus un, qui était pas forcément sa mère, mon père et sa plus un, sa belle-mère, peu importe la belle-mère du moment, puisqu'il a eu plusieurs conquêtes, auraient eu des relations échangistes et de libertinage avec sa mère et son père. Donc la grand-mère de la fille avec le père de la fille. Enfin, c'est pour te dire enfin,
tout le monde n'est pas capable de l'entendre, Bien sûr. cette histoire, et ensuite, il faut pouvoir le verbaliser. Ça a été super dur. Enfin, d'ailleurs, elle est partie vomir pendant ma séance. Clairement, elle est partie vomir, elle est revenue. Donc, c'est sûr Ouais, qu'il faut avoir... Merci de leur offrir cet espace-là. Moi, je m'y attendais pas. Hein. Je suis pas ouais, sexothérapeute. ça Mais c'est bon... sûr. Ça, c'est sûr. Bah, tu sais, j'ai moi-même, pour pouvoir bien faire mon métier, j'ai moi-même des séances de psychanalyse avec ma psychothérapeute. Et à chaque fois, elle me dit, je ne pourrai jamais faire votre métier. Parce qu'en fait, c'est une chose d'entendre les souffrances des gens dans un domaine quelconque, donc avec les parents ou quoi que ce soit. C'en est une autre d'entendre les souffrances des gens les souffrances sexuelles. Et Clairement. ça vient toucher quelque chose de vraiment, enfin, personne, je pense que aucune femme n'est indifférente face au récit du viol d'une autre femme, par exemple. Ouais, ça, Aucun c'est homme, tu vois. Donc, horrible. donc en fait, il y a énormément. En fait, je pense que l'intimité, dans le sens profond, que le sexe ajoute aux problématiques, il faut pouvoir, hein. Il faut vraiment pouvoir le faire. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens, je n'ai pas prévu de travailler plus parce que clairement, Parce qu'il je il te travaille faut ce temps aussi de de te reconnecter à toi-même, de pouvoir digérer exact, l'information, de faire un reset pour être disponible pour les autres aussi. Parce que... exactement. Donc oui, c'est un espace dans mon cabinet. Ce qui se passe, c'est on parle et aussi on écoute en fait parce que parfois il y a certaines personnes qui viennent en me présentant des problèmes et ils sont à l'origine de leurs problèmes. Et ça, il faut pouvoir l'entendre. Le fait que tu es à l'origine de tes problèmes, il faut pouvoir l'entendre et comprendre que oui, c'est bien beau de mettre la faute sur les autres, mais parfois la personne qui nourrit le problème, c'est toi. Mais selon la Et psychologie adlérienne, d'ailleurs, si tu vis un événement, c'est que c'est toi qui l'as créé, cet événement, et que tu en es à l'origine, et que tu as très certainement une bonne raison de le créer, cet événement. Mais, comme tu dis, tout le monde n'est pas prêt. Donc, c'est aussi pour ça qu'il est important que la personne pousse délibérément la porte de ton cabinet, parce que on c'est n'est ça. pas là pour caresser dans le sens du poil. Mais Ah, ça, clairement, c'est tu fais un super boulot, parce que moi au départ, elle était venue me voir parce que c'est une ancienne sportive qui n'arrive pas à vendre ses produits. Donc tu vois, on est parti de ça et on est arrivé sur la sexualité de sa grand-mère, son père, etc. Mais j'avoue que j'avais pas vocation. Donc sur le coup, dans mon rôle de thérapeute, j'ai accueilli l'information. Mais une fois que j'ai fermé la séance, etc., j'ai réfléchi sur le truc et je me suis dit, waouh, c'est chaud. Donc c'est ton quotidien, Mélanie, en fait. Oui, et c'est pour ça que je dis, Oui. c'est difficile, c'est difficile. À chaque fois que je ramène le sujet sur les réseaux sociaux, les parents me sautent dessus. Mais, euh, mais quand je dis les parents sont les premières personnes qui traumatisent les gens, Mais bien sûr. à chaque fois on me dit oui, mais non, tu pars du postulat que tous les parents traumatisent, etc. Je dis, mais je pars pas du postulat que vous voulez volontairement traumatiser vos enfants. Je pars du postulat certain que, mais sûr et certain, que tous les parents traumatisent leur enfant. Et ça, il suffit d'être dans les métiers d'aide sociale, d'être dans les métiers psychologie, psychiatrie, psychanalyse, pour voir qu'absolument tout le monde a au moins un trauma vis-à-vis de son père ou vis-à-vis de sa mère. Et c'est un fait. C'est après comment on vit avec ça, ben c'est là la question. Mais c'est limite logique en fait parce que les parents sont le premier environnement social. Donc c'est là que tout commence. C'est la genèse. Ben, bien sûr, et je ne fais que confirmer parce que d'ailleurs, quand on fait le pardon thérapeutique, on fait d'abord le pardon thérapeutique pour les parents et ensuite on va chercher ailleurs parce que tous les parents nous ont traumatisés. Oui, c'est vrai, désolé parents. Contrairement à vos corps défendants, on sait que c'est pas une volonté, mais vous faites comme vous pouvez. Je dis C'est souvent qu'on ça, fait plus comme on peut que comme on veut. Donc vous c'est faites ça. avec les armes que vous avez, avec les moyens que vous avez, mais le fait est qu'on finit forcément traumatisé, voilà, et que en fonction de la manière dont on arrive à se dépatouiller avec ça, bon, on s'en sort plus ou moins bien. Je t'ai entendu justement dans un autre podcast parler de être perdu, du fait d'être perdu. Et tu vois, un ancien sportif de haut niveau, quand il quitte son monde qu'il a connu depuis l'âge de 15 ans, voire encore 18 ans, quand tu es gymnaste et que tu quittes ce monde-là vers 25 ans, 30 ans, bah, tu es forcément perdu. Et j'ai énormément apprécié la manière dont tu décris le fait d'être perdu et Mhm. que c'est peut-être même une Oh oui, force d'être perdu. oh oui.
Oh oui, ça, tu sais, je trouve que c'est quelque chose que j'ai appris the hard way, comme on dit en anglais, en fait. Ouais, Euh, malheureusement, on apprend toujours dans l'insouffrance, hein. voilà, exactement. Et en fait, je sais que ça a été quelque chose que j'ai compris et qui m'a énormément libérée. Et je me suis dit, mais on m'a jamais appris à voir le fait d'être perdue comme ça. Et pour autant, aujourd'hui, je sais qu'en tant que femme, si demain j'ai des enfants, c'est exactement comme ça que je leur apprendrai en fait à volontairement inviter le fait de se perdre dans sa vie. Du coup, je sais exactement de quel passage tu parles, du coup je le répéterai pour tes auditeurs. Je pars du principe que être perdu, c'est vraiment, je vois ça un peu comme l'itinéraire, un itinéraire. En fait, on est là et on sait qu'on a quitté un point A pour aller à un point B. Et sur l'itinéraire, le GPS arrête de fonctionner. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on est là et on se dit, mince, mais du coup, je vais où? Et en fait, je vois ça vraiment comme quelqu'un qui a les yeux rivés sur la destination et quand il ou elle se perd, la première chose qu'il ou elle est obligé de faire, c'est lever la tête et regarder autour. Et en fait, quand tu es perdu, c'est la première chose que tu fais, tu regardes où tu es. Et tu vois la cascade que tu n'avais pas du tout vue parce que tu étais focalisé sur la destination. Tu vois le groupe de personnes autour d'un feu de camp qui est en train de rigoler. Tu crées des connexions en fait quand tu es perdu parce que tu n'es plus focus sur où tu allais. Et en fait, être perdu, c'est du coup se donner les chances de plus apprécier le voyage et non pas juste la destination. Et rencontrer tellement de trésors autour. Et il y a cette chose qui vient avec la perte. Parce que à chaque fois, quand les gens me parlent du fait d'être perdu, ils me disent j'ai l'impression d'être en chute libre. Je sais pas en fait où, quand est-ce que j'atterrirai ou quoi que ce soit. Et il y a cette petite phrase qui est toute simple qui est c'est que quand tu touches le fond que tu peux rebondir. Tu peux pas rebondir dans l'air. T'es pas Vegeta. T'es pas comme Dragon Ball Z. Tu peux pas, tu vois? Donc en fait, à un moment donné, C'est tu pas es Superman, quoi. T'as pas de non, mais pouvoir de voler. t'es pas Superman. T'es pas Superman, t'es pas Vegeta. Donc en clair, le fait d'être en chute libre, à un moment donné, au lieu de craindre le fait d'arriver au sol, dis-toi, il faut que j'arrive au sol pour pouvoir rebondir. Hmm. Et être perdu, c'est la même chose. En fait, oh, bah, j'avais un itinéraire. Ça ne veut pas dire que si je suis perdue, j'arriverai pas là où je voulais aller, hein. Ça veut juste dire, je vais peut-être prendre un peu plus de temps, mais je vais récolter des trésors qui sont sur la route que j'avais pas vus. Parce que quand on a des jumelles comme Des ça, trésors inattendus, mais inestimables à la fois. exactement. Parce que quand on a des jumelles, quand on regarde dans une paire de jumelles, on voit ce qu'on regarde devant nous. Par Mhm. contre, on voit pas ce qu'il y a à côté. On voit jamais ce qu'il y a à côté. Donc C'est vrai. parfois on est focalisé et après pour ceux qui ont la foi, ceux qui ont une religion ou pas d'ailleurs parce qu'on peut avoir la foi même si on n'a pas de religion. euh, J'aime cette phrase qui dit Dieu ou l'univers sait toujours ce qu'il y a de mieux pour moi. Mhm. Donc parfois les vœux que j'ai sont moins bien que ce que l'univers ou Dieu a en réserve pour moi. Donc la destination que tu vois, tu as l'impression que c'est waouh, mais c'est génial. Et en fait, il faut que tu te perdes pour avoir ce qu'il y a de mieux pour toi. Et franchement, quand je t'ai entendu dire ça, tu as éclairé un truc chez moi incroyable. Tu sais, on passe toujours toute notre vie, tout le monde a entendu la fameuse phrase, c'est pas la destination qui est l'important, c'est le chemin. Et franchement, en tant qu'ancienne sportive de haut niveau, j'imagine que c'est lié à ça. Moi, c'est l'objectif, tu vois. Je veux faire les JO, je veux faire les championnats du monde, je veux faire tel perf. Moi, je m'en fous. Je suis prête à faire tout ce qu'il faut sur le chemin, mais moi, je suis déter, hein, c'est ce que je veux le résultat. Et donc, ton chemin là, c'est qu'un moyen d'arriver à mon objectif. Et quand tu as dit ça, je me suis dit, mais merde, elle a raison. Toute ma vie, on m'a dit ça. On m'a dit ça il y a pas si longtemps. Encore, enfin, qui ne l'a pas entendu, cette phrase. Je me suis dit, mais elle a raison, en fait. Il y a tellement d'autres choses à apprendre du fait d'être perdu. Mhm. Donc, merci pour ça, déjà. Moi, juste en t'écoutant, tu vois, j'ai fait ma petite thérapie. J'ai pas eu besoin de... Mais justement, parlons des sportifs de haut niveau qui sont perdus. Moi, j'ai fait un petit bilan hein, sur le deuil. On est perdu à plusieurs niveaux. Physique, tu sais, quand on s'arrête, il y a des transformations physiques qui s'opèrent. Forcément, ton corps n'est plus un outil de performance, donc il va se transformer. Au niveau entourage, tu vas perdre ton coach, tu vas perdre ton partenaire d'entraînement. Au niveau financier, tu vas gagner plus ou moins d'argent
en fonction, au niveau du rythme de vie qui va pas être le même. D'accord. Et puis également au niveau de l'identité. Avant, tu étais sportif de haut niveau et puis aujourd'hui, tu vas devoir te recréer. Donc, 5 fois plus de raisons d'être perdu. Quand on est perdu, j'imagine que ça impacte forcément la sexualité. Alors, la raison pour laquelle je maintiens l'adjectif qualificatif forcément, c'est Mhm. parce que c'est parce qu'en fait la perdition, la perte du moins, dont tu parles, elle, cette forme de perte est associée au stress. Mhm. Parce que ben en fait je suis là et je stresse, je ne sais plus du tout qui je suis, je ne sais plus qu'est-ce que je fais, je ne sais plus à quoi je sers, ok. Et du coup le stress impacte mais de manière incommensurable la sexualité. Pourquoi? Mhm. Parce que et c'est tout simple, on ne peut pas avoir une sexualité épanouissante quand on survit. On ne peut avoir une sexualité épanouissante que quand on vit. Et ça, il suffit de regarder le règne animal. Si un animal doit survivre, la dernière chose qu'il va faire, c'est se reproduire. On est d'accord. Parce qu'il faut qu'il il survive, il faut d'abord que moi-même, je reste en vie pour Assurer pouvoir ma descendance. procréer, exactement. Et pour pouvoir assurer une forme de sécurité à ma descendance. Et chez l'être humain, c'est exactement la même chose. Mon corps ne peut pas être dans de bonnes dispositions pour se reproduire si mon environnement est source de stress. Par contre, l'être humain est très créatif dans sa manière de survivre et du coup, il va s'inventer une sorte de sexualité de compensation. Et ça, on le C'est-à-dire? retrouve chez les sportifs, par exemple, après certaines compétitions ou avant certaines compétitions, d'avoir des rapports sexuels pour pouvoir venir, tu sais, genre, ok, Apaiser. on va voilà, baisser le niveau de stress, etc. Mais ça, c'est pas du tout une... En fait, j'ai presque envie de dire, ce n'est pas une sexualité, c'est de la masturbation avec le corps de l'autre. Ouais, d'accord. Ok. Prendre Ça, l'autre pour une poupée, clairement. Ou un ben vibromasseur. oui, ou un sextoy sur pattes, tu vois, Voilà. enfin, tu vois, il y a vraiment cette notion de, en fait, je ne viens pas partager quelque chose, je viens déverser quelque chose. Ça expliquerait pourquoi l'espèce de village olympique devient un bésodrome à ciel ouvert, parce qu'il y a Exactement. un nombre de préservatifs délivrés, 180 000, je crois, la Ouais, dernière fois. ouais. Tu vois, donc en fait, il y a vraiment cette notion de, il faut justement ce shot d'hormones. Il faut ce shot d'hormones qui va me permettre de, ok, en fait, là, c'est bon, je vais faire baisser le niveau de stress. Tu vois? Et c'est pas, pour moi, enfin, en tout cas, chacun sa version de la sexualité, mais quand on part du principe que la sexualité, c'est une relation, donc c'est-à-dire que c'est un échange, là, il n'y a pas d'échange. Là, il n'y a pas d'échange. Ouais. Là, je prends C'est, ou je donne. Hein. voilà, exactement, exactement. Donc, euh, donc, donc, donc oui, c'est en ça que ça impacte la sexualité. Le fait d'être perdu, c'est, ok, en fait, la perte comme on la voit, en tout cas avant ce que je t'ai dit, de comment la perte peut être un cadeau au final, la perte comme on la voit de manière conventionnelle dans notre société, c'est quelque chose de terrible. C'est la pire des choses qui peut t'arriver. Il faut que tu aies un Clairement. objectif. Il faut que Ah tu aies un objectif bah oui. et, et Nous, c'est c'est tout. l'un des premiers trucs que tu demandes même aux enfants. Tu vas faire quoi plus tard? Qu'est-ce que tu vas Exactement. faire? Et c'est à peu Exactement. près ce qui se passe quand tu es sportif de haut niveau. Hein. Tu t'arrêtes, on te dit, et tu vas faire quoi? Et tu vas faire quoi? Et quand Exact. tu ne sais pas, c'est encore plus stressant. Parce que Ouais, toi-même, tu ouais. ne sais pas, tu sais encore moins quoi répondre. Ouais. Et en fait, tu sais, là, je trouve que c'est là que la langue est importante parce que j'apporte une grande importance au mot, MOTS, tu sais. Et le fait que on dise je suis et pas je fais, Mm. ça, tu vois, c'est très problématique parce que du coup, on s'identifie automatiquement à nos actions. Je Clairement. suis C'est pour ça que je te gymnaste. parlais de changement d'identité, parce que quand on te demande ce que tu fais dans la vie, tu dis personne ne dira je fais du sport de haut niveau. Non, non, je suis Exactement. sportif de haut niveau. Tu as Exactement. épousé le truc, mais c'est incroyable, quoi. Et tu Exact. l'es H24, comme tu dirais, je suis président de la République, il l'est H24, bah nous c'est pareil, quoi. Et quand tu t'arrêtes, Ex- bah il faut te recréer. Vraiment, dans le fond, tu te Exactement. dis mais merde, qui je suis? Et ça a été une vraie difficulté pour moi, parce que quand j'étais sportif de haut niveau, c'était logique, je savais qui j'étais. Ensuite, je suis devenue journaliste, mais à un moment donné, j'étais ni
sportif de haut niveau, ni journaliste. Je me sentais ni l'une ni l'autre. Et là, mon Dieu, j'étais perdue. J'aurais eu besoin que tu me dises que c'est génial que tu sois perdue, tu vois, mais t'étais pas là. Du coup, tu vois, c'est là qu'on se rend compte que quand tu forces les gens, et ça a été un post sur mon Instagram qui a bouleversé énormément de personnes, je pensais pas, c'était pas du tout l'objectif. D'habitude, je sais très bien quand je veux bouleverser les gens, mais là, pour le coup, c'était pas du tout l'objectif. J'avais fait un réel où justement je disais, je vous donne un challenge de vous présenter à moi sans me dire ce que vous faites dans la vie, sans me dire, enfin, il y avait tellement de petites conditions, et il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit pour me dire, Mélanie, j'ai essayé de faire cet exercice et j'étais incapable de ne pas parler de mon métier, j'étais incapable de pas parler de mon ethnie, j'étais incapable de pas parler de plein de choses, parce que la langue nous oblige à nous identifier à nos actions, et du coup ça fait qu'on se contente de ça. En fait, si je fais, bah c'est bien, et je n'ai pas besoin d'être. Je n'ai pas besoin d'avoir des valeurs, en fait. Je n'ai même pas besoin d'avoir des valeurs, parce qu'il suffit que ce que je fasse soit bien fait. Je suis un grand avocat, ça suffit, quoi. Exactement. Je suis un grand avocat, je suis un grand médecin, reconnu de tous. C'est un bon monde. Si tu es un grand avocat, c'est un bon monde. Alors que finalement, bon, la notion de bien et pas bien, encore, en tout cas relative, bien sûr, mais je vois ce que tu veux dire. Il est important de se poser la question de qui on est et qui on souhaite être à nos yeux, aux yeux des autres, finalement, d'avoir une vraie conscience de nous. C'est ça. Tu parlais tout à l'heure des hormones. Est-ce que tu peux nous identifier quelles hormones sont délivrées lors de l'acte sexuel? Même si on a bien compris que finalement, ça ne se résume pas qu'à ça, hein, la sexualité. Ah, ça c'est sûr. Mais c'est important. En fait, la partie chimique est extrêmement importante. Et je vais faire un petit parallèle tout à l'heure. Pourquoi c'est important? Alors, dans le rapport sexuel, on a l'ocytocine. Ça c'est sûr. Appelé aussi l'hormone de l'amour. L'hormone de l'amour. Voilà. Et c'est pour ça que le débat existe entre est-ce que c'est réellement possible d'avoir un plan cul sans attachement? Parce que quand on sait que l'ocytocine est sécrétée, What a question! Oh my God! est-ce que c'est réellement possible, tu vois? Mais on n'est pas là pour débattre sur ce sujet, donc voilà. Mais en tout cas, l'ocytocine qui est l'hormone de l'amour et de l'attachement, justement, c'est la première hormone qui est sécrétée. On a la dopamine, donc là, c'est la première hormone. Du plaisir. Oui, bien sûr, mais c'est aussi la première hormone en commun avec l'activité sportive. Parce que l'ocytocine n'est pas nécessairement sécrétée lors de l'activité sportive. Mais par contre, la dopamine, ça c'est sûr, tu vois. Et la dopamine vient, comment dire, c'est l'hormone qui vient qui est associée avec la récompense, le plaisir, le but, tu sais. Voilà, en fait, on a un but et c'est bon, c'est sécrété. On a la sérotonine. Ça c'est sûr, ça aussi, qui régule l'humeur et les émotions. On a l'adrénaline, donc là aussi pareil, avec les sportifs enfin avec tout sportif en fait, même pas juste de haut niveau, mais en tout cas l'adrénaline lors de rapports sexuels, là aussi. On a la testostérone, ça aussi, avec le sport. Donc au final, est-ce que le rapport sexuel n'est pas aussi un sport? On ne sait pas, ok? Et on a les endorphines. Donc ça c'est le petit cocktail du sexe. Et les endorphines aussi sécrétées lors de l'exercice physique, quoi. Ouais. D'ailleurs, là, c'est tout un chacun. Hein. Quand tu vas à la salle, même dimanche matin, tu fais un effort. Quand tu sors de là, si tu te sens bien mieux après, c'est justement parce que tu as un beau shot d'endorphine après et que tu es pisse le reste de la journée. Exactement. Donc là, le cocktail des 6 hormones, c'est vraiment ce cocktail-là dans le rapport sexuel. Et en fait, pourquoi je dis que le parallèle que je voulais faire, c'est que il y a certains services dans certains pays qui proposent aux malades, aux personnes hospitalisées, des travailleuses ou travailleurs du sexe. D'accord? Non. Oui. Je ne savais pas. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte à quel point l'activité sexuelle vient aider dans la guérison. Ok.
Parce que le plaisir sexuel va sécréter certaines hormones Je pense que qui sont certains vont pas aller se renseigner pour aller dans cet hôpital-là, du coup, mais et en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai pu, qui va sortir très bientôt d'ailleurs sur mon podcast à moi. Pourquoi? Parce que j'ai pu converser avec une personne qui est en situation de handicap et qui m'a du coup parlé de la réalité de quand tu es alité parce que tu perds un membre ou quoi que ce soit, et qu'en fait ta sexualité est complètement niée, c'est-à-dire que ta libido n'est pas du tout ouais, inclus dans le programme tu deviens juste d'accompagnement. un handicapé, voilà, qui a plus Exactement, tu es besoin de juste un rapport handicapé. sexuel, et cetera. Voilà. Ouais. Et quand tu restes dans un hôpital au moins 3 ans, parce que en fait t'as des problèmes de santé, eh bien c'est un peu comme si on ne pense même pas au fait que ces personnes-là sont là depuis 3 ans. Est-ce qu'elles ont une sexualité? Qu'est-ce qui se passe? Et en plus, quand tu, pour les plus chanceux, tu arrives à développer certaines relations avec des personnes hospitalisées comme toi-même, eh bien, il y a des restrictions incroyables, comme quoi vous pouvez pas vous retrouver dans les chambres, vous pouvez pas, enfin, il y a vraiment énormément de choses, ce qui fait que ta sexualité est clairement réduite à néant. Alors que aujourd'hui, c'est clairement prouvé que l'activité sexuelle peut vraiment aider à la guérison. Donc au final, pourquoi on leur priverait de ça, tu vois? Donc là aussi, même chez les sportifs, le fait de pouvoir avoir des rapports sexuels, parfois ça aide à récupérer. Ça aide à récupérer par exemple, de ce qu'on va appeler peut-être une défaite, ok? Mhm, Donc il y a mhm. la récupération mentale, la récupération Clairement, je peux te émotionnelle. dire que certains, après une défaite, ils se vengent, c'est moche à dire, parce que une femme ne sert pas à ça, ou bien l'inverse, hein, un homme ne sert pas à ça, hein, à ce qu'on se venge de sa défaite ou d'une mauvaise journée. Mais c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, parfois on déverse juste notre énergie sexuelle sur l'autre, ou on la prend, parce que ça dépend comment on voit les choses. Mais est-ce que le fait de passer par les plaisirs solitaires, comme là à l'hôpital, ça suffit pas, j'ai l'impression. Tu parles de passer par les plaisirs de la masturbation, par exemple? Exactement. Alors en fait, justement, l'hôpital, les hôpitaux qui commencent à proposer des services avec des travailleurs et travailleuses du sexe se sont bien rendus compte que le plaisir procuré lors de masturbation n'est pas le même que le plaisir partagé. Parce que c'est ça en fait. En fait, le rapport sexuel te permet d'avoir un corps avec toi. C'est pas juste toi et toi. Il y a un partage, il y a une conversation, il y a un échange, il y a parfois même un feedback, parce que certaines personnes ont besoin d'un feedback pour sentir que en fait c'est pas parce que je suis malade, ou c'est pas parce que je suis plus sportif, ou c'est pas parce que etc. que je suis moins bien dans ma sexualité, tu vois. Donc le fait d'être rassuré, et puis là encore on sait que par exemple le pot à pot aide énormément dans la construction de l'enfant. Oui, d'ailleurs, on conseille aujourd'hui le pot à pot dès la naissance de l'enfant. C'est le premier truc qu'on fait. Sauf si, évidemment, il y a un problème médical à gérer de façon urgente. Mais Exactement. la Et- première chose qu'on fait, c'est on met l'enfant nu sur le corps de la mère nue. Et le père aussi, maintenant, je crois. oui, On oui, tente de oui. mettre le père tout de suite, Oui, oui. Et du pour coup, créer un lien particulier. ouais, et du coup, c'est important, je pense, en fait, à chaque fois, je dis ça, mais depuis que je suis thérapeute, je vois vraiment l'humanité comme de grands enfants. Et c'est pas dans un sens péjoratif, c'est vraiment pas dans un sens péjoratif, mais c'est vraiment, on croit qu'on quitte cette zone on a besoin de certaines choses pour se construire, mais absolument pas. En fait, on en a toujours besoin. Toujours, toujours. C'est juste qu'on est de grands enfants et qu'on néglige nos propres besoins, parce qu'on croit que nos besoins se résument à manger, sexer et avoir de l'argent. Pas du tout. En fait, les mêmes besoins qu'un enfant a, donc c'est-à-dire avoir un espace pour libérer ses émotions, à se sentir aimé, se sentir vu, se sentir reconnu, etc. On a exactement la même chose en tant qu'adulte. Et c'est juste qu'on est là en train de se raconter des bullshit pour croire que non, on n'en a pas besoin, alors qu'on en a besoin. Et quand on néglige ces besoins-là, on se retrouve dans mon cabinet. Tu vois? Donc c'est pour ça. En fait, je pense qu'il faudrait enlever le mot adulte, parce qu'on a l'impression que ça nous enferme dans une case. Hier, je posais la question à un pote qui a mon âge, donc 41 ans, et je lui disais,
qui est en couple depuis un moment. Je lui dis, mais vous envisagez pas d'avoir d'enfants? Mais la réponse pouvait être non, hein, c'est pas un jugement, tu vois, on est très proches. Donc, il me disait, non, non, mais je suis comme toi, je suis un grand enfant. Je lui dis, mais ok, je suis un enfant, mais je me sens pas incapable d'avoir moi un enfant. Ça n'enlève rien. Il me dit, ouais, mais tu y as toutes les blagues, machin. Je dis, mais j'ai pas envie de changer. Pourquoi tu veux que j'arrête de rigoler à des blagues de merde? Pourquoi tu veux que je change? Au contraire, avoir un parent super boring qui croit que c'est rentrer dans un box, etc. Moi, je trouve ça nul, quoi. J'ai beau Exact. avoir 41 ans, je sais pas, je dis toujours que j'ai 16 ans et que j'ai 4 ans chez Disneyland, mais bon, ça c'est ça c'est encore une autre histoire, je peux te dire. Si tu me vois chez Disneyland en train de courir avec mes bonbons et mes trucs, bon, ça c'est je vous enverrai une photo la prochaine fois que j'irai à Disneyland. On parlait des hormones qui sont très proches des sportifs, finalement, hein, on Ouais. reconnaît, donc tu m'as dit les hormones dans l'acte sexuel qui sont liées à la pratique sportive. Certains sportifs m'ont confié qu'ils sont tombés dans l'addiction au sexe après la fin de leur carrière. Comment l'expliquer? Est-ce que tu crois qu'il y a un lien avec ce cocktail d'hormones dont tu parlais? Ben, bien sûr. En fait, alors, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que le, les hormones sont addictives. Mhm. Les hormones sont addictives. Surtout la dopamine, on a envie d'en avoir encore et encore. Exactement. En fait, j'ai presque envie de dire, vous n'êtes jamais addict à ce que vous pensez que vous êtes addict. Vous êtes addict à l'effet que la chose fait sur vous. Hmm. Donc là, par exemple, la plus grande addiction de notre siècle, c'est l'addiction au smartphone. OK? Aux Et likes, aux réseaux sociaux, voilà, tout aux ça. vues. Et en fait, très souvent, vous n'êtes pas addict au smartphone. On n'est pas addict au smartphone. On est addict à ce que ça crée sur nous. Qu'est-ce que ça crée? Eh bien, ça crée plein de shots d'hormones, de oh mon Dieu, dopamine, etc. Enfin, plein de choses. Et J'utocine aussi, parce que quand tu vois ton crush là qui like ton truc, tu te dis, il est sur ma page, il a regardé ma photo. exactement, tu vois. Et on voit bien comment, euh, on voit bien comment, par exemple, si on passe un vraiment bon moment, ou si on est à un entraînement très challengeant ou quoi que ce soit, on prend pas notre téléphone. On prend pas notre Clairement. téléphone. Quand tu passes du bon temps avec les personnes que tu aimes ou quoi que ce soit, tu te rends compte que, oh, ben, j'ai pas mon téléphone. Enfin, oh, ça fait au moins 3 heures que j'ai pas touché mon téléphone parce qu'on était là, n'était qu'à pas aller, on est là en train de trucs. Mais en fait, pourquoi? C'est parce que la même dose de ce que ton smartphone te procure, eh bien, en fait, tu l'avais ailleurs. Tu vois? Et du coup, tu ne ressentais pas le manque de ton smartphone. Ok. Et du coup, il faut bien comprendre que t'es pas addict à, à, à l'objet même, tu es addict Mhm. à la quantité de hormonales, enfin des hormones que ça sécrète chez toi. Et le Une vraie problème, biochimie, quoi. c'est que ton smartphone sécrète beaucoup de choses chez toi à des intervalles très courts, ce qui fait que les gens s'ennuient très vite maintenant. Et c'est ça le C'est vrai. truc. C'est qu'en fait, oh, ben la vie n'est pas aussi que ce que mon smartphone me procure. Et c'est ça le truc. Et du coup, comment on explique l'addiction au sexe après une carrière de haut niveau? Ben, c'est tout simplement ça, en fait. OK, en fait, mes entraînements me procurent un gros shot d'hormones, mes compétitions me procurent un gros shot d'hormones, les championnats me procurent un gros shot d'hormones. Et après, la vie n'est pas assez excitante. Elle est fade. Voilà. Elle est plate. Exactement. Et pourquoi elle est fade et pourquoi elle est plate? C'est parce que j'ai tellement consacré tout mon temps et toute mon énergie à ma carrière sportive que je n'ai jamais eu à réfléchir à qu'est-ce qu'il faut que je fasse en dehors du sport pour rendre ma vie intéressante. Clairement, mais t'as pas eu le temps et t'as pas eu besoin. T'as pas eu Exactement. besoin, c'était tellement prenant que tu t'as pas le temps. Donc en fait, c'est une vraie redécouverte de soi. Exact. Exact. Et du coup, ça explique cette suractivité sexuelle parce que le sexe vient du coup me procurer un semblant un cocktail à peu près similaire à ce que j'avais l'habitude de consommer dans mon corps lors des activités sportives. Et il faut en refaire encore, parce que comme le corps s'habitue à cette biochimie, donc C'est ça. il lui faut encore plus, donc encore plus souvent. Et d'ailleurs, c'est le problème aussi avec la pornographie. Quand les gens deviennent addicts à la Exactement. pornographie,
ils ont besoin de regarder encore en plus de vidéos et plus longtemps, de trouver la bonne. Ça devient compliqué parce que c'est Chris, il y avait il y a un humoriste américain qui en a parlé, qui était devenu addict à la pornographie. Ah, Celui qui s'est pris une claque par Will Smith. Je ne sais oui, plus. oui, merde. C'est pas Oui. Chris Tucker, hein, Non. c'est l'autre Chris. Mais bon, Ouais. on voit à peu près de qui je parle. Mais ouais, il avait dit, je crois, à un moment que il était tombé addict au film porno et qu'il lui fallait toujours plus et que finalement, en regardant plus, il avait encore plus de mal à jouir parce qu'il s'était tellement habitué. Donc, Chris on Rock. comprend. Chris Rock, voilà. Chris Rock, voilà, c'est ça, exactement. À quel moment on sait qu'on est addict au sexe? À quel moment ça devient enfin ouais, à quel moment on peut se considérer addict? Alors en fait, c'est pas une histoire de, c'est pas quelque chose qui peut se quantifier, ok? Mhm, Parce que par exemple, toute personne n'a pas le même degré de libido. Donc par exemple, pour moi, admettons, disons que Vanessa pour elle avoir 6 rapports dans la semaine, c'est suffisant. Et admettons, pour moi, je vais dire, oh, ben moi, j'ai besoin de 15 rapports dans la semaine, admettons. Eh bien, on peut se mhm. dire, oh, ben Mélanie est addict au sexe. Pas du tout. En fait, l'addiction vient enfin, on parle d'addiction quand il y a perte de contrôle. Ok. L'addiction, c'est vraiment, ce n'est pas moi qui ai envie. C'est limite malgré moi. En fait, voilà. C'est plus fort que moi. Je suis Voilà. poussée par une force autre que ma volonté. En fait, l'addiction, c'est vraiment quand je sens que je ne suis plus je suis plus à mon propre contrôle. C'est plus moi qui consomme le sexe, c'est le sexe qui me consume. Ouais, le mot est fort, hein. Consume. Ben oui, Ça te brûle, quoi. ben oui. Et tu Il y a sais, des gens qui viennent dans ton cabinet et qui, quand tu les écoutes parler, tu te rends compte qu'ils sont addicts au sexe, mais que eux ne le savent pas. Ça arrive, ça? C'est intéressant ce que tu me dis. Je regarde. Euh, oui, oui. Carrément. Pourquoi? Et c'est intéressant ça. Oh, tu as fait une réponse. Alors, pourquoi? Je trouve que ça arrive beaucoup chez les hommes Mhm. parce que on est dans une société qui éduque les hommes en leur disant qu'il faut absolument qu'ils baisent pour confirmer leur masculinité. Et du coup, plus j'ai envie de baiser, plus je suis un homme. Plus je D'accord. réussis à baiser, plus je suis un homme. Et parfois, il y a aussi, et j'ai pu en parler avec beaucoup d'hommes, que ce soit en conférence, que ce soit sur mes podcasts ou quoi que ce soit, ou d'autres podcasts, qui me disent, ben, ça m'est déjà arrivé d'être en présence d'une femme avec qui je n'ai pas envie de coucher, mais comme l'opportunité se présente, je me sens obligée de coucher avec elle. Mm. Parce que si je refuse ça, c'est on m'a combien. Non, mais c'est ça. C'est C'est clair. Non, mais je vois si tu vraiment. refuses une opportunité de coucher avec une femme, mais t'es pas un homme, tu Bah, il y vois. avait même la chanson de Chris qui disait garde cocotte, tu vois. C'est-à-dire que tu peux Exactement. pas fréquenter une fille comme ça et ne pas aller au bout de Exactement. l'acte sexuel. Et du coup, il y a cette notion de, euh, ben, c'est limite comme si je suis addict au sexe, mais ça s'explique parce que je suis un homme, il faut que je baise. Et c'est juste Ouais. que j'ai pas assez en fait. C'est pas moi le problème. C'est juste que je suis un homme et du coup il faut, je suis obligée. Et en fait non, non. Tu mettrais n'importe quelle autre chose à la place de ta sexualité. Admettons un truc tout con, le coca. Admettons si je te disais, mais il faut absolument que je boive du coca. Faut absolument. Tu sens pas que la phrase est bizarre. Faut absolument que je prenne du crack. Mais c'est parce que je suis un homme, il faut absolument que je prenne du crack. Tu vois pas que c'est bizarre, c'est chelou. Et du coup, c'est acceptable que parce que c'est de la sexualité. Et Mm. si tu prononces ce genre de phrase et que pour toi c'est acceptable, juste parce que c'est le sexe, remplace le sexe par n'importe quelle autre chose et dis-moi comment tu te sens. Ouais. Et là, tout de suite, c'est ah ouais, ça paraît chelou. Hein. Ah oui, ça paraît chelou. Ok, d'accord. Donc on voit bien que ton rapport à la sexualité, il est chelou. Et c'est juste que tu t'en rends pas compte parce qu'on a normalisé le fait de surconsommer le sexe. Tu vois?
Donc ouais. Les sportifs de haut niveau sont souvent... Enfin, je pourrais continuer sur ça parce que notamment chez nous, tu sais, être un don Juan, c'est valorisé. Mm. Donc, tu vois, être un mec qui a plusieurs femmes, finalement, c'est valorisé aussi chez nous. Hein, aux Antilles, c'est encore plus valorisé chez nous. Et c'est même, je vais pas dire... Oui, c'est valorisé. Je n'ai pas envie d'employer un autre mot, mais un mec qui a plusieurs femmes, c'est un mec qui gère, tu vois, qui a géré un lot Ouais, femme, tu vois. ouais. Donc, ça veut dire que finalement, ça ne fait que confirmer sa position d'homme, sa position de mâle dominant, carrément. Ben, en fait, ce qui est super intéressant, waouh, ça va nous emmener dans un truc là. Mais est-ce que, en fait, je déplore malheureusement parce qu'on voit par exemple au Moyen-Orient ou dans d'autres pays où en fait la polygamie est vraiment instaurée parce que malheureusement en territoire français la polygamie est illégale. Donc la polygamie et non pas la polyandrie, hein, parce que la polygamie c'est quand un homme a plusieurs femmes, la polyandrie c'est quand une femme a plusieurs hommes. Mais la polygamie en France est interdite. Et ce qui est super intéressant, c'est que du coup, sur nos îles, il y a cette notion euh, de conquérant de la femme, c'est-à-dire que j'ai plusieurs conquêtes, ok? Mais on se contente de ça, la barre est extrêmement basse. En fait, on se contente de qualifier un homme comme étant patron. Ah, ben là, ça c'est patron, ils n'ont pas que de femmes, tu vois, de ça. Mhm. Mais en fait, ça te sert à quoi d'en avoir autant si tu sais pas les gérer? Alors que dans la polygamie, Non, il y mais a... dans la posture sociale, il les gère, je te rassure. Et bien sûr qu'en intimité, c'est encore une autre histoire. Mais face aux autres, il va faire croire qu'il gère tout le monde et puis que tout le monde est, qu'elles sont toutes satisfaites. On va dire ça comme ça. Non, alors je parle même pas de la satisfaction sexuelle. Là, je parle même pas de ça. Mais c'est surtout comment tu gères tes rapports humains. Et Hmm. clairement, tu ne gères pas. Tu ne gères pas, tu ne sais pas gérer tes rapports humains. Ok? Et là encore, tu mets ça dans n'importe quel autre contexte. Admettons, on met ça sur le contexte professionnel. Tu as plein de partenaires, plein de collaborateurs, etc. Et c'est la merde avec tout le monde. Tu es un Ouais, piètre c'est businessman. clairement, tu Tu gères es un pas. piètre businessman. Clairement, tu es un piètre businessman. Tu ne sais pas faire du business. Ok? Donc en clair, si on se contente, là encore, dans les rapports hommes-femmes, de se dire, oh, mais Missy K, j'ai un paquet de femmes, Missy, c'est son patron, mais il est nul. Il est nul. Il est nul. Aucune femme n'est heureuse de l'avoir dans sa vie. Donc oui, elles ont des orgasmes, etc. Mais en dehors de ça, et encore, hein, est-ce qu'elles ont des orgasmes? Ça encore, je mets Il une faudrait réserve. qu'on fasse Voilà, une étude. Hein. voilà, une réserve. Mais tu vois, donc en clair pour moi, là où je déplore le fait qu'on n'a pas justement l'institution polygamique, ok, c'est que dans la polygamie, on te dit, si tu achètes une Mercedes à ta femme numéro 1, tu dois être en mesure Mhm. d'acheter une Mercedes à ta femme numéro 2, à ta femme numéro 3, à ta femme numéro Tout 4. à Donc là, on fait. parle de matériel. Mais si ta femme numéro 1 est heureuse, ta femme numéro 2 doit être heureuse, ta femme numéro 3 doit être heureuse, etc., etc. Et en fait, il n'y a pas ça. Donc ça fait qu'il y a un manque de responsabilité considérable. Mais par contre, il y a le. En fait, c'est un peu comme vouloir jouer dans la cour des grands sans pouvoir, enfin, sans avoir les ressources pour jouer dans la cour des grands. Et ça, c'est dommage. Il y a une théorie qui dit que c'est aussi lié à notre passé d'esclavage, puisqu'il y avait un seul homme pour plusieurs femmes et qu'il devait procréer. Et puis il y a aussi le fait qu'il y ait moins de femmes aux Antilles, qu'il y ait moins d'hommes que de femmes. Enfin, on pourra trouver de toutes les façons. Mais comme tu dis, ce serait un autre sujet. Il faudrait à la limite qu'on refasse un autre podcast sur C'est le ça, sujet. c'est ça. Pour revenir au sujet du jour, justement, je sais que certains sportifs, je sais, mais notamment dans le foot, tu vois, ils se marient très tôt. Donc, ils ont des enfants et une femme très tôt, puis arrive la fin de carrière. Là arrive le moment où on sait plus trop qui on est. Est-ce que tu aurais des conseils ou comment repimenter sa vie sexuelle à ce moment-là? Parce que on a passé tellement de phases compliquées, qu'on s'ennuie. Tu vois, le moment, finalement, l'espèce de truc plat, il est partout. Il se retrouve même au sein de son couple, quoi. Parce que je sais que tu Ah, parles d'un effet waouh, tu parles du sexe qui fait pleurer. Quelle est la recette du sexe waouh et de sexe qui fait pleurer, Mélanie? alors en fait déjà,
J'ai besoin de bien savoir de quoi tu parles. Alors quand tu dis est-ce que tu aurais des conseils? Est-ce que tu aurais des conseils pour que justement la relation avec comme par exemple tu as parlé des footballeurs qui se marient très tôt donc qui sont mariés, c'est mon mariage tient à partir enfin même après ma retraite. C'est-à-dire que Ouais. voilà, je suis plus footballeur de haut niveau, mais j'ai ma femme, j'ai mes enfants, etc. C'est bien ça. Ok, Mhm. ok, d'accord. Alors en fait, déjà, je pense que s'il y a une chose qui est malheureuse, c'est on, on ne, on ne connaît pas nos langages d'amour et on ne connaît pas nos langages érotiques non plus. Tu vois? Donc, on ne sait pas comment on aime être aimé, on ne sait pas comment on a tendance à aimer. Et aujourd'hui, Gary Chapman a, Gary Chapman, qui est un auteur, un conférencier, enfin, il fait énormément de choses. Il a réussi à créer les 5 langages d'amour. Donc, c'est-à-dire une classification de comment on aime être aimé et comment on a tendance à aimer. Il y a cette petite phrase qui résume à peu près tout le concept des langages d'amour, qui est connaissez vos langages d'amour parce que vous pouvez passer votre vie à acheter des sacs Chanel à une femme qui a tout simplement besoin qu'on lui dise je t'aime. Tu vois? Donc, en clair, il y a vraiment Ouais, cette ça permet des économies, ça. Exactement. Donc il y a cette notion de je peux penser qu'en fait l'amour c'est pourvoir, donc pourvoir sur un plan matériel, etc., etc. Alors qu'en fait parfois les gens se sentent beaucoup plus aimés quand ils entendent certaines choses ou quand on fait certaines choses pour eux ou quand on passe des moments avec eux, etc. Donc c'est important déjà de connaître comment est-ce qu'on aime être aimé et comment on a tendance à aimer et comment la personne avec qui on compose, donc dans notre mariage, dans notre relation, quoi que ce soit, aime être aimé. Et ensuite, si l'amour suffisait, ça se saurait et j'aurais pas de travail, ok. Mais du coup, c'est important aussi de savoir comment on aime être. Est-ce que je vais dire ça? Mais oui, comment est-ce qu'on aime être baisé? Et comment est-ce qu'on aime baiser? Non mais c'est vrai, non mais c'est vrai, c'est super important. Comment on aime être touché? Comment est-ce qu'on aime recevoir le plaisir? Et comment est-ce qu'on aime donner du plaisir? Et là, on a les langages érotiques. Et du coup, là aussi, c'est super important de connaître ces langages érotiques. Et pour moi, quand on connaît les deux, c'est-à-dire ces langages d'amour et ces langages érotiques, la relation est tout de suite beaucoup plus épanouissante. Après, les relations, on n'épouse pas quelqu'un juste pour l'aimer et avoir des rapports sexuels avec. On épouse quelqu'un vraiment pour passer une vie avec, ou en tout cas pour faire énormément de choses avec. Et ce que le sport cultive, c'est la notion d'objectif, la notion de but, la notion de quelque chose à atteindre. Et en fait, ça peut très bien s'appliquer dans la vie. En fait, enfin, comme tu as parlé des gymnastes qui commencent très jeunes, donc peut-être à 8, 5, 6, 8 ans et après tu fais toute ta carrière, etc. La même façon dont on avait des objectifs sportifs, on peut avoir des objectifs de vie. Et ça c'est important en fait, je pense, d'avoir des objectifs de vie. Non pas de rester strict justement sur le chemin, comment on arrive à ces objectifs-là, parce que se laisser faire le voyage, mais avoir des objectifs de vie euh, qui nous challenge. Comme je t'ai dit avant qu'on commence l'enregistrement, j'ai vraiment aimé le fait que tu m'invites sur ce podcast parce que ça me permet de sortir de ma zone de confort et ma zone de connu. Parce que ben là, je suis dans une zone très challengeante et cultiver une vie avec l'autre qui challenge et qui en plus est épanouissante sur le plan amoureux et sexuel, pour moi, c'est une très bonne composante. Et pour le faire, tout ça en même temps, c'est aussi compliqué que de s'entraîner pour se préparer aux Jeux Olympiques. Ça je veux dire. Alors là, une relation, c'est clairement le challenge. Hein. C'est vraiment le plus gros challenge. Donc oui, Déjà, une relation avec soi, c'est pas toujours évident. Alors, la relation avec l'autre, avec ses parents, avec ses proches, ses oncles et tantes, enfin, c'est vrai la relation humaine, de toutes les façons, est toujours challengeante, j'ai envie de dire. Il y a toujours une nouvelle raison de se challenger. Avant de se quitter, quand même, puisque si je m'écoutais, j'aurais tellement de questions à te poser que ce serait sans fin. Mais bon, on est dimanche, je vais quand même te laisser aller vaquer à tes occupations. Globalement, parce qu'un sportif finalement c'est un humain comme un autre, hein, on retrouve, c'est un microcosme de la société. Quels sont les mots MAUX que tu retrouves le plus souvent dans ton cabinet, chez les hommes et chez les femmes? Déjà, est-ce que ce sont les mêmes?
Hmm. Hmm. Alors, on va retrouver beaucoup de problèmes aux genoux. Là, Sérieux? oui, on va retrouver beaucoup de Non, mais on problèmes. vient te voir pour un problème au genou? Non, 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 mais attends. Ah bon? Attends. D'accord, parce que je me suis Désolée. dit: «Quoi?» Alors, j'ai été trop vite. Alors, attends. On va retrouver, on va retrouver beaucoup d'anorgasmie chez les femmes, beaucoup OK. d'anorgasmie chez les femmes, beaucoup de problèmes érectiles chez les hommes. Et, OK. euh, et, Est-ce que le fait de ne pas avoir d'orgasme, c'est juste le fait d'être mal stimulé ou il y a vraiment aussi des blocages? On a beau tout essayer, alors, j'imagine qu'il y a toutes les réponses, quoi. alors, non, il n'y a pas toutes les réponses parce qu'en fait, en vrai, l'anorgasmie est quelque chose. Donc, certes, ça c'est clair que malheureusement, et les statistiques sont là, l'IFOP, l'Institut français de l'opinion publique, avait demandé aux Français en 2021, oui, aux Françaises du moins, plusieurs questions par rapport à l'orgasme. Et on avait vu que seulement 35% des Françaises hétérosexuelles avaient des orgasmes. Et à peu près 68 voire 72% des Françaises non hétérosexuelles, donc soit lesbiennes, bisexuelles, etc., avaient des orgasmes avec des femmes. Ok. Donc ça prouve que Il y a une méconnaissance quand même du corps. ouais, quand on est un homme, on ne sait pas faire l'amour à une femme. Ça c'est clair et net, ok. Et bim in your fucking face. Mais il n'y a pas que la méconnaissance de l'homme. Pourquoi? Parce que, et là, tenez-vous bien, dans la société, particulièrement la société antillaise, mais on va même dire la société occidentale, on nous apprend à détester les hommes. Nous, les femmes, on nous apprend à détester les hommes. Dans notre société antillaise, tout particulièrement, on sait qu'aux Antilles, 68% des foyers sont des foyers monoparentaux. Donc, ça fait qu'on est élevé par des femmes. Les femmes qui nous élèvent, on les entend mal parler nos pères. On entend nos tantes mal parler nos oncles. Même si nos oncles sont là, ils sont complètement absents parce qu'on n'a pas besoin d'être physiquement absent pour être absent. Ok. Et du coup, ça fait que même quand on est un homme, eh bien, on est élevé avec cette notion que soit les hommes servent à rien, soit les hommes mentent, soit les hommes frappent, soit les hommes trompent, soit les hommes désertent. Ok. Donc qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, on est élevé avec une mauvaise perception des hommes. Mais particulièrement pour les femmes, on nous apprend à détester les hommes et à nous attendre à ce qu'ils nous fassent du mal. Parce que pour que le mal qu'ils vont nous faire indéniablement nous fasse moins mal, eh bien on se prépare à ce qu'ils nous fassent mal. C'est-à-dire, on sait déjà d'avance qu'ils vont nous faire mal. Aujourd'hui, je bossais pendant un moment avec l'Université des Antilles-Guyane sur les campus de Fouillol et Selcher. Toutes les étudiantes à qui j'ai parlé me disaient toujours, mais en fait, moi, je sais que je prépare toute ma vie pour que si un jour mon gars me quitte, si j'ai des enfants, que ça m'impacte pas. Donc, sans se rendre compte, il y a déjà cette notion de, en fait, on va se retrouver seul à un moment donné. Enfin, le concept de faire sa vie avec son baby daddy, enfin avec le père de ses enfants, c'est un concept chez nous, tu vois. Donc clairement, il faut que tu te prépares pour quand tu vas te retrouver seul. Donc ça prouve dans quel schéma on est. Du coup, quand on t'apprend que l'homme va te faire du mal, et même en tant que petite fille, on te dit fais attention, petit garçon, fais attention, etc. Donc ça fait que on t'apprend à détester les hommes, et du coup, tu couches avec l'ennemi. Ouais, Tu c'est ça, couches avec c'est l'ennemi. c'est un paradoxe qui est super fort, qui te rend presque, pas psychopathe, comment on appelle ça quand tu sais, t'as deux personnalités Schizophrène. qui te rend Non, mais schizo, limite. en fait, du coup, l'orgasme, il faut bien comprendre que l'orgasme est une transe. Aujourd'hui, on a, grâce à Master et Johnson, qui étaient des sexologues américains, qui ont fait des expériences sur les personnes pendant qu'ils avaient des rapports sexuels, on les a branchés sous électrodes. On a vu que l'activité cérébrale d'un être humain, quand il a un orgasme, est la même activité cérébrale que dans une crise d'épilepsie. Dans une crise d'épilepsie, tu n'as absolument pas de contrôle sur toi-même. Ouais, Donc en clair, la l'orgasme, vraie lâcher prise, quoi. bien sûr, et l'orgasme est une perte de contrôle. Tu ne peux pas perdre le contrôle quand tu te bats avec l'ennemi. Et du Ah coup, ouais, il y a make cette, sense. ben oui, et du coup, il y a cette anorgasmie chez les femmes hétérosexuelles parce que l'homme est l'ennemi. Je ne peux pas me laisser aller avec les hommes.
Ok. Et ça, Hum, c'est très, très inconscient. OK? Donc, donc ça fait partie d'un de tes axes de travail, j'ai envie de bien dire, que de sûr, rappeler aux femmes que l'homme n'est pas obligé d'être son ennemi. ben oui. Et en fait, il faut bien comprendre que, alors tu sais, André Breton disait, dans un couple, nous ne formons qu'un, mais lequel? Ah Tu vois? putain, Tu vois? j'adore cette question. Tu vois, dans un couple, nous ne formons qu'un, mais lequel? Et du coup, c'est limite comme si le rapport homme-femme, c'est un peu un ring. Tu sais, on va se battre et c'est lequel qui va gagner. Tu sais, d'accord? Et il faut bien comprendre que la réalité du coup des hommes, c'est que en tant que petit garçon, on nous éduque en nous disant ne tape pas les petites filles, protège les petites filles, etc. Et en fait, quand l'homme grandit, à un moment donné, il est brisé par une femme. Soit il est brisé par sa mère, soit il est brisé par une femme qu'il a aimée, soit il est brisé, tu vois. Donc il y a cette notion de, on ne m'avait jamais dit que le danger pouvait venir de là. On m'avait jamais préparé au fait que le danger pouvait venir de là. Et du coup, si moi, on m'a appris à protéger les femmes, qui me protège des femmes? Waouh. Et du coup, ça fait que quand on se rencontre dans le rapport sexuel, donc moi, en tant que femme, ben, je sais que je couche avec l'ennemi qui peut potentiellement me faire du mal. Et en tant qu'homme, je couche avec l'ennemi qui peut potentiellement me faire du mal. Tu vois? Ok. Waouh. Donc, ah ouais, donc il faut être capable en tant que sexothérapeute d'identifier en fait que l'anorgasmie dont tu parles n'a rien à voir avec un problème physiologique. C'est tout à Ben, fait. ça dépend. Ça dépend pour qui. Mais pour certaines femmes, c'est pas, ça n'a rien à voir avec la physiologie. Du tout. Du tout. Et d'ailleurs, très souvent, dans les cas d'anorgasmie, la façon dont elle me le présente, c'est j'arrive à avoir des orgasmes quand je me masturbe, Oui, mais donc j'arrive là, pas. tu as déjà un début de réponse. Ouais. Et j'arrive pas à avoir des orgasmes avec mon partenaire. Ou sinon, c'est, ben, je sais pas, j'arrive à avoir des orgasmes quand je me masturbe, j'arrive à avoir des orgasmes quand je fais des plans à trois avec des filles et mon gars, mais par contre, j'arrive pas à avoir un orgasme avec lui tout seul. Et du coup, il y a cette Hmm. notion de, ok, intéressant que tu n'arrives pas à avoir d'orgasme avec un homme, tu vois. Donc, donc oui, donc j'oublie c'était quoi ta question, mais Mais tu as répondu parce que ma question, c'était justement quelles sont les croyances les plus courantes ou quels sont les problèmes les plus récurrents ah dans ton oui, et du coup, cabinet et sont-ils différents entre hommes et femmes? Mais ouais, ben tu là, réponds, ouais. j'expliquais l'anorgasmie, mais du coup, pour les problèmes érectiles chez les hommes, eh bien, il faut bien comprendre que l'érection, c'est vraiment, plus je bande dur, plus je suis fort, ok? Donc il y a cette notion de pouvoir, la notion d'érection, même dans l'inconscient collectif masculin, c'est le pouvoir. Plus je bande, plus je suis fort. Et du coup, on va... Est-ce que tu penses que c'est encore plus présent pour un sportif? Parce que son corps, c'est un outil de performance. Donc, est-ce que c'est encore plus présent chez lui de se dire, waouh, plus je bande dur, plus je suis accompli physiquement, quoi. Je suis un outil de performance Je sais continue. pas si c'est plus chez les sportifs particulièrement, parce qu'en fait, et je vais te l'expliquer, en fait, on observe du coup des problèmes érectiles chez beaucoup d'hommes qui rencontrent des problèmes d'argent. Parce que l'argent, c'est le pouvoir dans la société. Et Eh ouais. du coup, si j'ai des problèmes d'argent, j'ai moins de pouvoir. Si j'ai moins de pouvoir, ça va jouer sur mes érections. Ensuite, on observe des problèmes érectiles chez des personnes enfin chez des hommes qui ont l'impression qu'ils ne peuvent pas s'affirmer. Donc, soit c'est au travail, parce qu'il y a un supérieur hiérarchique qui est despotique, soit c'est à la maison, parce qu'il y a une partenaire qui est despotique. Donc, en fait, il y a cette notion, je n'ai plus le pouvoir décisionnaire. Tu vois? Et ensuite, évidemment, sur les performances physiques. En fait, je n'ai plus autant de pouvoir physiquement, je n'ai plus autant de force physique, et du coup, ça va impacter mes érections. Donc, au final, Ouais. c'est pas que chez les sportifs, parce que il suffit qu'un homme ait l'habitude de gagner 6 000 euros et que là, il se retrouve à 3 000 euros, ça peut aussi impacter ses érections, tu vois. Donc même les personnes font carrière dans des bureaux, qui sont pas du tout sur des terrains ou quoi que ce soit, peuvent être impactés au niveau de leur érection. Avant de se quitter, qu'est-ce qu'on doit absolument savoir sur la sexothérapie? Est-ce qu'il y a un truc où on se dit, mais non, tu peux pas terminer ce podcast si je ne t'ai pas dit ça. C'est pas possible. Alors, étant donné que le podcast est très axé sexe,
Très axé sport. Très axé sport. Oui, avec une sexothérapeute, généralement, c'est sexe. Le podcast est très axé sport. J'ai presque envie de dire que ce qu'on devrait vraiment savoir, et ce n'est pas nécessairement en termes de sexothérapie, mais c'est en termes de sexe tout simplement, c'est qu'en tant que sportif, vous pouvez faire de très très grandes choses avec votre énergie sexuelle. Et on ne vous l'apprend pas. J'ai un podcast d'ailleurs là-dessus, sur le Qigong. Le Qigong, j'ai invité C'est vrai, c'est l'énergie, le Qigong. j'ai Oui. invité un maître Qigong sur mon podcast. Et en fait, plus on parlait, et plus il m'a dit, mais j'ai l'impression qu'on parle de la même chose. J'ai dit, ah, mais c'est vrai, en fait, la façon dont tu me parles du Qigong et cette réserve d'énergie au niveau du bas-ventre qu'on va utiliser pour faire monter le Qi et pour faire, etc. Et en fait, c'est exactement la même chose pour nous. Mais finalement, la relation sexuelle, c'est le premier chakra. Exact, c'est lié au premier chakra. exact. Donc, Tu tout vois? à fait logique qu'on parle du chi. Exact. Et quand on voit que il y a énormément d'arts martiaux qui viennent t'inviter à prendre conscience de ton chi pour pouvoir faire de très très grandes choses sur un plan physique et pendant tes combats, eh bien je me dis cette notion énergétique devrait être inculquée dans absolument toutes les disciplines. Dans absolument toutes les disciplines. Et du coup, prendre conscience de son énergie sexuelle et l'utiliser à bon escient, ça peut aider énormément de sportifs, que ce soit dans leur carrière et que ce soit après leur carrière. Mais c'est juste que malheureusement, en Occident, on n'a pas du tout la notion énergétique. On se contente du corps et puis c'est tout. Mais on voit bien que dans le sexe, c'est beaucoup plus que ça. Tu vois? C'est une histoire. Finalement, on revient quasiment à la physique quantique qui explique que nous, on envoie des vibrations dans le champ quantique et qui nous est renvoyé tant d'énergie. On boucle la boucle. Exactement. Je comprends bien toutes les raisons. Tout justifie quasiment d'avoir un problème sexuel quand j'y pense. Mais bien sûr. Et aussi, du coup, quand tu m'as dit qu'est-ce qu'on devrait savoir de la sexothérapie, j'ai presque envie de dire, vous n'êtes pas obligé d'avoir conscience de vos problèmes sexuels pour faire appel à une sexothérapeute. Parce que parfois, il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans mon cabinet qui me disent, je ne sais pas du tout pourquoi je suis là. Je t'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai vu ton site internet, je me suis dit, il faut absolument que j'aille voir cette dame-là, alors que ma sexualité va très bien. Et au final, après l'heure de rendez-vous, ils se rendent compte qu'ils avaient raison de venir me voir. Parce qu'en fait, ils savaient pas du tout. Parce que leur problème sexuel ou leur problème relationnel, peut-être qu'ils en ont même pas, mais ils se rendent compte. Mais je vous ai dit, Mélanie, c'est la copine qu'on rêve tous d'avoir, je vous ai dit. J'ai pas menti. mais en fait, après discussion, ils se rendent compte qu'en fait, c'est beaucoup plus large que ça et qu'ils peuvent bénéficier, en fait, ils peuvent récolter énormément de choses de leur séance de sexothérapie sans nécessairement avoir de problème. Et si on se rend compte qu'on a un problème ou pas sexuel, finalement, si on se rend compte qu'on a un problème, voilà, tout court, on va pas axer ça forcément sur le sexe, parce qu'on a compris qu'une énergie sexuelle n'est pas forcément liée au sexe physique. Si j'ai un problème quelconque et que je m'en occupe pas, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Alors, en fait, la majorité de mes clients me disent, Mélanie, l'intitulé de ton travail devrait changer parce que on dit que tu es sexothérapeute, alors qu'on ne parle quasiment jamais de sexe dans le cabinet. Et c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, ta vie va impacter ta sexualité va impacter ta vie. Donc, si ça se passe mal au travail, ta sexualité va être impactée. Si ça se passe mal dans ta vie sociale, ta sexualité va être impactée. Si ça se passe mal dans tes finances, ta sexualité va être impactée. Si ça se passe mal dans ta famille, ta sexualité va être impactée. Et quand tu es pas épanoui dans ta sexualité, ou que tu as des problèmes dans ta sexualité, ton rapport aux autres va être impacté. Ton rapport au travail va être impacté. Ton rapport à ton corps va être impacté. Donc, en fait, en réalité, c'est qui la poule, c'est qui l'œuf, on ne sait pas trop, mais ta vie impacte ta sexualité impacte ta vie. Donc, très souvent, s'il y a un problème dans ta vie que tu mets sous le tapis, et que tu te dis, en fait... tu fais l'autruche, voilà, je fais l'autruche. Je me dis, si je le vois pas, il me voit pas, et puis ça va passer, quoi. C'est exactement comme la somatisation, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une émotion que tu ne veux pas extérioriser ou que tu ne veux pas regarder. Eh ben, je vais créer
Un- Un biais. voilà, la maladie, c'est le mal qui a dit. Tout à fait. Ton corps En te langage parle. des oiseaux, comme Voilà, on dit. c'est ton corps qui te parle. Et du coup, si tu m'écoutes pas dans ta vie, je vais te le faire comprendre dans ta sexualité. Ok. Donc, on a de grandes chances de somatiser, finalement, quand on décide de fermer les yeux volontairement sur un trauma ou sur un problème. Oui. Et en fait, même si tu le somatises pas dans ta vie sexuelle, mais que tu le somatises dans ton corps, en fait, avec quoi tu vis ta sexualité? Avec ton corps. Donc en clair, ça va clairement. En fait, à un moment donné, tu vois, ça va forcément toucher ta vie sexuelle. Donc en clair, donc on a tout intérêt finalement à en prendre conscience et à agir. Et agir, c'est quoi? Alors en fait, agir, c'est déjà faire un choix. Parce qu'agir, c'est pas nécessairement implémenter quelque chose. Agir, c'est déjà faire un choix. Et je fais le choix. Là, on parlait d'objectif. Je fais le choix d'avoir pour objectif de ne plus avoir ce problème. Je fais le choix de regarder ce problème, de le voir, parce qu'il est là depuis longtemps et pendant un moment, je l'ai ignoré. Là, je fais le choix de le voir. Je le vois, ok? Et ça, c'est déjà un premier pas. Je dis toujours aux gens, le fait même que vous ayez pris rendez-vous, que vous soyez chez moi, enfin, dans mon cabinet, vous avez déjà commencé. Bien sûr, c'est ce que je leur dis. Je dis, ouais, déjà, choisir son thérapeute, c'est déjà commencer la thérapie, bien sûr. Vous avez déjà commencé votre thérapie. Et parce qu'il y a des personnes qui prennent rendez-vous qui ne se pointent jamais. Hein. Mais bien sûr, mais ne m'en parle pas. Il y a des gens qui payent et qui ne viennent pas. Et qui ne viennent pas. Tu vois? Bien sûr. Donc, le fait de déjà être là et de faire preuve de courage, de se dire, OK, en fait, là, je vais faire face à la thérapie, je vais exprimer mon problème verbalement, c'est déjà le début de quelque chose. Donc, passer à l'action. Mais passer à l'action, il faut être prêt aussi. C'est vrai qu'on parlait d'une notion tout à fait, être prêt et de faire le travail aussi, parce que se pointer dans ton cabinet, c'est une chose. Après, il y a un travail personnel à faire, à mener, et il faut être prêt à le faire, parce que comme tu disais, il y a des choses à dire, mais il y a des choses à entendre, et tout le monde n'est pas forcément prêt à entendre. Et on a vu que Mélanie, elle n'a pas la langue dans sa poche, elle n'hésite pas à dire. Ah, ça c'est clair. Moi, je dis toujours aux gens, il y a plein d'autres sexothérapeutes. Hein. Si vous faites appel à moi, pas vine plérésie à Zotsec. Pas vine plérésie à Zotsec même. Parce que vous saviez à quoi vous attendre. Voilà, c'est ça. Donc oui, clairement. Dans la bienveillance, l'amour toujours. Mais bien sûr. Il faut mais tu vas pas refaire qui tu es et être Mélanie, c'est aussi accepter ta franchise. Exactement. Voilà. Et tout ce que tu es dans ton humanité. C'est ça. Justement, est-ce que tu reçois en distanciel? Oui, bien sûr, beaucoup plus qu'en présentiel en réalité. Beaucoup plus qu'en présentiel. D'accord. Du coup, des séances en ligne. Rendez-vous sur ton site. Exact. Mélanie Jacobin. Exactement. Dans service coaching, psychothérapie. Yes. Et il y a des super ateliers aussi, j'ai vu. C'est ça. Alors, en fait, on retrouve tout sur mon site internet www.mélanie-jacobin.com. Et en fait, on voit les événements collectifs, on voit le formulaire pour commencer à travailler avec moi, on voit le podcast, on voit le journal, on voit plein de choses. La newsletter, le meuf prend le temps de faire tout ça, sérieux. Non, franchement, tu es une belle inspiration pour beaucoup de gens et moi la première. Hein. Donc, si tu veux avoir un rendez-vous avec Mélanie, tu as compris, hein, tu peux aller sur son site, c'est Mélanie Jacobin, Mélanie-du6 jacobin.com. Et puis sinon, pour les vidéos qui sont très marrantes, plus ou moins, hein, des fois tu piques, des fois c'est marrant, il y a un peu de tout. Et puis si tu veux admirer la beauté de la dame, eh bien c'est sur Mélanie J Free. Et n'hésite pas à te connecter avec elle parce que tu l'as vu, on a passé un super moment. On arrive au bout de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu autant qu'à moi, Mélanie. Merci d'avoir pris le temps. Et puis, on a abordé quand même un sujet sérieux, sans le prendre au sérieux, mais je suis pas sûre qu'il soit nécessaire d'en faire un sujet super sérieux pour comprendre la nécessité du sujet. Ouais, c'est un truc qu'on me reprochait d'ailleurs quand j'étais journaliste. On me dit, ouais, mais tu prends pas le sport assez au sérieux. Mais
pourquoi? Enfin, tu sais, il y a des trucs graves dans le monde, en fait. Le sport, on peut en parler, même si je comprends la déchéance de quelqu'un qui échoue à ses objectifs, mais je pense qu'on peut parler de trucs sérieux sans se prendre la tête, et je pense que c'est ce qu'on a fait, et ça Exact. m'a vraiment fait du bien d'en parler avec toi. Exact. Ben écoute, on parle toutes les deux de sujets sérieux parce que moi aussi pareil, on m'a dit Mélanie, tu parles du sexe comme si c'était pas un tabou, et j'étais là mais c'est vous qui vous mettez C'est vous qui en faites un tabou. voilà, pour moi c'est pas du tout un tabou, tu vois, donc c'est bien de pouvoir démocratiser ces sujets-là en fait, et de tout simplement arrêter justement de se prendre au sérieux. Enfin c'est pas le fait d'arrêter de se prendre au sérieux ne veut pas dire qu'on minimise le sérieux des sujets dont on parle. Et ça, c'est vrai. Tout à fait. C'est vrai. On a abordé donc que des sujets tabous, hein. Le deuil du sport de haut niveau, c'est complètement tabou. J'allais dire la sexologie. Tellement j'associe La ça. sexothérapie. La La sexothérapie. sexualité tout court. Ah, La sexualité. la sexualité. En fait, c'est le mot que je cherche, c'est la sexualité. C'est un sujet qui est difficile à aborder chez les sportifs quand même, hein, parce que, tu sais, généralement, on fait les malins, puisque on a un physique qui est plus facilement montrable, puisque, tu sais, encore plus en athlée, en natation, où déjà, tu as vu les tenues des femmes, c'est quand même Exact. très peu. Aujourd'hui, d'ailleurs, je dis souvent qu'en athlée, on est moins habillés que les nageuses, hein. Je sais pas si tu as remarqué, mais les nageuses, maintenant, elles ont des combinaisons, alors qu'en athlète, tu sais, on se retrouve quasi en boomer et en brassière. Donc c'est vrai que on a un rapport au corps qui est différent, donc on se montre facilement. On est peut-être un peu moins pudique, quoique moi je pense que je suis pudique, mais pour autant la sexualité est un sujet tabou. Donc je suis ravie vraiment qu'on ait pris le temps d'en parler aujourd'hui. Ben, merci pour l'invitation, ça me fait très plaisir. Merci Mélanie, et merci beaucoup à Roméo Cournal, hein, Oui. qui nous a Roméo, gentiment mis écoute, en contact. Cœur, 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 cœur. Love, love. Eh bien, les amis, nous arrivons au bout de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. J'espère que ça vous aura plu. Si tu veux partager ton expérience, n'hésite pas, hein. Si tu veux faire partie de mes teammates et que tu souhaites que je t'accompagne, tu peux me contacter sur les réseaux sociaux, mais également sur mon mail, vanessa.gladon@gmail.com. Et si tu souhaites comprendre comment je peux t'aider, l'appel découverte est offert. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises, et je t'invite à le partager à ceux à qui il pourrait plaire. N'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que tant que la partie n'est pas terminée, rien n'est jamais perdu. Alors on se bat jusqu'au bout, jusqu'au gong, jusqu'au sifflet final et jusqu'à la ligne d'arrivée. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Allez, je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de The Glad One Podcast.